On va se poser la question suivante pendant un peu plus de 5 minutes. Est-ce que les syndicats ont raison de multiplier leurs actions? C'est vrai que depuis le début de cette année 2026, les mobilisations se suivent et se ressemblent. On va faire un peu un récap avec Thomas Bernabé, rien que pour voir si l'affluence et si la participation s'essouffle et s'il y a une convergence des luttes en quelque sorte. Oui, on en a beaucoup parlé, Stéphane, sur nos antennes de cette mobilisation, une mobilisation de l'éducation nationale qui dure depuis le 5 mars dernier, mais qui s'est accentuée depuis la mi-mars, justement. Par exemple, au lycée Diderot, puis Mendes France à Vitrolles, qui se sont mobilisés contre les pertes d'heures d'enseignement annoncées par l'Académie d'Aix-Marseille pour la rentrée prochaine. Au lycée Daumier, dans le 8e arrondissement, ce sont les lycéens eux-mêmes qui ont organisé un blocus le 26 mars. Et au collège de l'Estac, ce sont les parents d'élèves qui se sont mobilisés dès le plus tôt de la journée. La raison, un professeur absent qui enseigne dans 4 classes et qui ne serait pas remplacé donc depuis tout ce temps. Le rectorat qui avait justifié cette décision avec une réduction des effectifs des élèves, mais une raison qui n'est pas du coup de ces enseignants. Collège, lycée, mais aussi école primaire qui se mobilisent. Par exemple, à Aiguille, les enseignants ont suivi la journée nationale de grève lancée à l'appel de l'intersyndicale de l'éducation nationale, toujours pour dénoncer ces fameuses suppressions de postes et cette carte de l'éducation nationale. Journée donc d'hier qui s'est soldée par une manifestation à Marseille où près de 800 personnes ont défilé au sein de la cité phocéenne. D'écouter justement quelques-uns de ces manifestants dans le cortège d'hier. On débat juste après de ces différentes mobilisations et des revendications. Dans notre école, ça veut dire donc beaucoup plus d'élèves par classe. Ça veut dire aussi déjà qu'on n'a pas assez d'AESH pour compléter les heures, donc ça veut dire des enfants porteurs de handicap qui n'ont pas d'AESH. Ça veut dire des enseignants qui sont malades, qui ne seront pas remplacés. Sous prétexte de baisse démographique, c'est-à-dire il y a moins d'élèves, donc du coup on enlève des postes, alors qu'on aurait pu profiter de cette baisse démographique pour laisser les moyens tels quels, et à ce moment-là, de pouvoir avoir des meilleures conditions d'enseignement pour les élèves. Intéressant, ce son, Patrick Ruet, après je ferai réagir Maître Létienne, mais sur cette baisse démographique invoquée pour réduire les effectifs, pour réduire in fine le nombre d'heures d'enseignement, est-ce qu'au contraire, on n'aurait pas pu se servir de cette baisse démographique pour investir davantage, réorienter certains besoins, etc. etc. Oui, je rappelle quand même 4000 suppressions de postes au niveau national. Rien que sur Marseille, on supprime 67 classes. Et donc, la dernière intervenante là, a soulevé un problème qui est réel sur les écoles marseillaises, mais je pense qu'on doit le retrouver au niveau national. C'est les éducateurs spécialisés pour les enfants porteurs de handicap. On est déjà actuellement en grosse difficulté là-dessus et on va encore accroître la difficulté. Et ce qui est sûr, c'est que si le nombre peut-être global d'élèves va diminuer, le nombre par classe va augmenter, forcément, puisqu'en diminuant le nombre de classes, vous augmentez le nombre d'élèves et tous les enseignants vous diront, mais je crois que les parents aussi, qu'une classe idéale, c'est autour de 20 élèves. Philippe, ça vous choque ça qu'on se serve de l'argument de la baisse démographique pour Mais bien sûr, baisser les moyens? Moi, je vais vous dire, construisez des écoles, vous fermerez des prisons. C'est une réalité. Et quand j'entends qu'il n'y a pas assez d'AESH pour des enfants qui sont en situation de handicap, c'est une honte à la française. C'est honteux. Ils devraient faire des recours, faire condamner l'État et les poursuivre en justice parce qu'il n'y a pas assez d'AESH pour des enfants en situation de handicap. On ne le dit pas assez, il faut être assez virulent sur ce sujet-là et le faire remonter au plus haut sommet de l'État. C'est une honte que chaque enfant ne puisse pas aller en France à l'école dans de bonnes conditions et être encadré. C'est inadmissible. Première chose que je voulais dire. Deuxième chose que je voulais dire, on ferme des classes. Plutôt qu'en réalité de diminuer les effectifs par classe pour avoir un meilleur cadre d'éducation comme on va dans d'autres pays dans le monde, non, on se dit, tiens, on va rester à 30, 35 par classe, et puis on va fermer des classes, et puis en réalité, même, vous savez, dans des petits villages, il reste une classe ou deux, ça fait vivre le village, ça permet de continuer, ça permet d'avoir une éducation qui est beaucoup plus proche. Puis l'attractivité de la commune aussi pour les gens qui viennent s'installer. Bien sûr, et en réalité, on est en train de dépeupler, toutes nos campagnes en détruisant massivement des classes. Et je ne sais pas si on a pleine conscience qu'en réalité, les enfants, c'est notre avenir. Et sans eux, on ne sera rien en réalité. Parce que c'est eux qui vont par la suite prendre notre suite. Et l'héritage qu'on leur laisse, c'est quoi? C'est de dire
au moment de leur vie où il faut leur transmettre des valeurs, on détruit leur classe. On enlève les enseignants, on les remplace pas. Donc au bout d'un moment, les enseignants qui sont absents et que les classes sont vides, les parents ils devraient se mobiliser et faire des recours pour faire condamner. Au bout d'un moment, quand il n'y a pas d'AESH, faites des recours. Et le combat, il n'est pas que dans la rue, il est aussi judiciaire. Parce qu'avoir des décisions symboliques qui condamnent l'État, au bout d'un moment, l'État se bouge. Et s'il faut cet élément déclencheur pour faire avancer les choses, faites-le. Vous parliez de recours, il y a aussi le maire d'Aiguille que citait Thomas, parce qu'il y avait une mobilisation pour des fermetures oui, dans le les maires viennent d'être élus. Le maire fait un recours. Le maire devrait être le premier devant l'école à manifester et à dire, en réalité, maintenez cette classe et être là. Il vient d'être élu. Et le premier geste fondateur qui pourrait exister pour le plus beau des gestes, c'est en réalité d'être devant cette école et de faire un pied de grue et de dire non, vous la fermerez pas, cette classe. Et ce qui s'est passé hier matin, c'est ce qui s'est passé du côté d'Aiguille avec le nouveau maire, en tout cas celui qui vient d'être élu. Vous avez suivi ça d'ailleurs en direct sur BFM Marseille-Provence. Vous retrouvez le reportage en replay sur l'appli BFM. Patrick. Oui, il faut penser aussi aux parents. Les enfants porteurs de handicap qui vivent un véritable calvaire en attente d'avoir un AESH. Donc il y a ça et il y a quelque chose qui choque aussi. Quand vous regardez le budget national, vous avez le budget de la défense qui est tout le temps en augmentation et le budget de l'éducation nationale qui est tout le temps en baisse. À un moment donné, il faut peut-être faire des choix. Des choix politiques, c'est ça, les choix politiques qu'on attend. C'est pas la droite, la gauche, l'extrême droite, l'extrême gauche. C'est ce que les Français, les Marseillais aussi, ressentent au quotidien. Patrick, purement sur la forme, ces successions de mobilisations depuis maintenant plusieurs semaines sans interruption. Vous avez des lycéens dans la rue, maintenant aussi bien sûr des enseignants, des responsables syndicaux, des gens qui ne sont pas du tout syndiqués. On est en plus en pleine période de préparation d'examen, donc quand il y a une grève, c'est un engagement fort et un impact conséquent. Mais est-ce que cette succession de mobilisation, elle brouille pas le message? Ça risque pas de faire s'essouffler justement les voix qui veulent être portées? Certes, mais quelle autre solution à l'heure d'aujourd'hui? Quand vous n'êtes pas entendu, à part de manifester, à part de pouvoir essayer de négocier, mais il n'y a rien à négocier, les ministres, faites un sondage à BFM, demandez le nom du ministre de l'Éducation nationale. Je serais capable de vous le dire d'ailleurs. Tellement qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette force gouvernementale d'imposer certains sujets et donc d'imposer des discussions. Aujourd'hui, le ministre, n'importe lequel qu'il soit, le Premier ministre, on ne sait jamais pour combien de temps ils sont là. On vous dit toujours pareil, on vous met la guerre, on n'espère pas trop le moment de manifester. Alors certes, on le voit, les mobilisations n'ont pas été énormes, mais elles correspondent à un vrai mécontentement et nous, on le cherche tous les jours. Quand on nous dit « vous faites trop de grèves, trop de manifestations », on dit « ok, donnez-nous des solutions pour en faire au moins ». Le mot de la fin pour Philippe, rapidement, sur cette succession de mobilisations, est-ce que ça risque pas de desservir au final la cause? Non, je pense qu'on peut avoir une union des causes et avoir un printemps des grèves et des manifestations qui pourrait être intéressant à surveiller. Si la situation perdure et qu'elle devienne de plus en plus délétère, peut-être qu'au bout d'un moment, on aura un sursaut national et qu'en réalité, l'ensemble des causes vont se rassembler et on verra ce qu'on verra sur Marseille. Le Mistral risque de souffler. Le mois de mai est souvent propice à ça. Très bien. Merci. Il fait du teasing, là, Patrick Ruet. Je le reconnais bien, là. Merci, Patrick.